Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous venons vous voir pour avoir votre point de vue par rapport à l'actualité. Oui. Nous commençons d'abord par la crise au sein de l'UDPS. Quel est votre point de vue? Souffrez que je dise d'abord, je souhaite bonne journée à tous les spectateurs qui vont nous suivre d'un à l'autre ou qui nous suivent encore déjà, et que la journée soit merveilleuse pour eux. La crise au sein de l'UDPS. Je ne sais pas s'il faut parler de la crise. Chacun a sa manière de concevoir cette crise-là. Moi, je suis parmi les pionniers de la lutte de l'UDPS, bien qu'on ait pris ensemble avec les autres. Ça, je n'appelle pas crise, j'appelle confusion. Confusion. Oui. Si les gens appellent ça crise, moi je dis il y a confusion au sein de l'UDPS. Pourquoi j'appelle confusion? Les uns demandent le départ du secrétaire général Augustin Kabouya, les autres demandent son maintien. À ce stade, il nous est difficile de savoir quel est le pourcentage qui demande le maintien, quel est le pourcentage qui demande le départ. Et moi j'appelle confusion, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on réclame à Kabouya qui n'a pas fait? Ceux qui demandent le départ de Kabouya. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce que jusqu'ici, moi je n'ai pas encore un carnet de charges à la mise à la disposition de Kabouya. Il dit voilà ce qu'il n'a pas fait, à cause de ça, il doit partir. Et non seulement il doit partir, parce qu'il n'a pas fait face. Que disent les textes de l'UDPS par rapport à ces carnets de charges? Si ces carnets de charges n'est pas respecté, que disent les textes de l'UDPS? Sinon, c'est une manière de paralyser tout simplement aux questions de mauvaise volonté, aux questions d'insatisfaction des uns et des autres. Parce qu'ils voulaient devenir de ceci, ils voulaient devenir ministre, ils voulaient devenir peut-être député national, sénateur. Comme ça n'a pas eu lieu, alors c'est Kabouya qu'il faut éliminer. Non, on doit être au sérieux. Il ne faut pas paralyser un grand parti qui est au pouvoir aujourd'hui. On se réveille un matin, on dit que Kabouya doit partir. C'est en d'autres termes, dire Tshisekedi doit partir. Mais ils ne veulent pas dire que Tshisekedi doit partir. Parce que Kabouya, c'est lui qui gère les partis. Kabouya a bâti un travail de titan. Kabouya a donné une majorité. Je ne suis pas l'avocat de Kabouya. Vous connaissez ma manière de faire. Je reste scientifique. J'analyse les problèmes tels que ça se présente. Depuis que l'UDPS est l'UDPS, c'est la première fois que l'UDPS a eu une majorité au niveau du Parlement. Alors, on reproche quoi à Kabouya? Le travail qu'il a bâti. On ne peut même pas tenir compte de ça. S'il y a, ça je dis ce qui est positif, mais s'il y a ce qui est négatif, à supposer que le comportement de Kabouya a déplu aux uns et aux autres, qu'est-ce qui empêche ce qu'on appelle Kabouya, ces comités de sages, ou je ne sais pas, ces secrétaires nationaux, qu'est-ce qui les empêchait d'approcher le secrétaire général Augustin Kabouya, de parler en famille, lui faire ces reproches-là en famille, dire voilà, nous avons constaté depuis un certain temps, ça n'a pas marché. Conformément à nos textes, on vous reproche ceci et voilà ce que disent nos textes. Est-ce qu'il y a moyen de vous amender pour qu'on continue? Mais allez déjà sur la place publique, criez comme on crie. Il y a même des injures là-dedans. Et ceux qui lancent des injures, ce sont des intellectuels de haut niveau qui lancent des injures à l'endroit du secrétaire général de l'UDPS. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui veut revendiquer doit avoir la formule de revendication qui est une formule de politesse qui ramène les gens au dialogue plutôt que ramène les gens au conflit. C'est comme ça que j'appelle, il y a la confusion au sein de l'UDPS. Parce que qui réclame, qui doit réclamer et de quelle manière doit-il réclamer? Et que disent les textes par rapport à ces réclamations? Moi, je suppose que c'est une confusion tout simplement. Notamment, ce sont les choses qu'on reproche. Moi, je vais vous donner certains éléments. Oui. On dit que il y a une mauvaise administration du parti. Jusqu'à ce jour, 6 ans après, les fédéraux n'ont pas trouvé du travail. Oui. Et il y a aussi le monnayage de postes. Les postes qui reviennent à l'UDPS, aujourd'hui, reviennent à d'autres partis. Très bien. 2 points reprochés à Kabouya. D'abord, partons du poste de travail par le membre de l'UDPS. Est-ce que c'est Kabouya qui engage? Est-ce que c'est Kabouya qui devait engager dans le gouvernement, qui devait engager dans les entreprises? Bref, est-ce que l'engagement, le cadre du parti, c'est lui qui devait le faire? Lui, il peut faire l'intervention. Il peut aller vers ceux qui engagent pour s'y plier, pour demander, pour solliciter l'engagement des uns ou des autres. Il a quand même fait ça. Hein? Je connais quelques amis, je connais quelques jeunes qui sont
les PCA qui sont dans les entreprises, même dans le gouvernement, là, on dit, il y a quelques gens qui sont là très Ce sont ceux qui sont très proches de Kabouya. On parle même de Tosa Oubika, ceux qui obéissent, ce sont ceux-là qui obtiennent des postes. Bon, ça, ce sont les mots. Hein. Quand quelqu'un ne veut pas de vous, on invente tout. J'ai lu aussi quelque part Tosa Oubika, mais ça dit quoi, Tosa Oubika, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, mon grand souci, c'est que qui veut paralyser Kabouya en disant Kabouya Akende, c'est une manière de ne pas dire Tshisekedi Akende. Et moi, quelqu'un qui dit aujourd'hui Tshisekedi Akende, je ne sais pas s'il faut le soutenir. Alors, ils disent qu'il y a eu un monnayage des postes. Est-ce qu'il y a des preuves? Ce genre de choses, il faut faire attention. Là, je parle en tant qu'inspecteur judiciaire à compétence générale. J'ai évolué au casier judiciaire à son temps. Avant que je devienne professeur, j'ai exercé ce métier-là. Et je suis un ancien métier, je ne cesse de vous le répéter. Nous avons la discipline à imposer dans le langage. Monnayer, c'est bon, mais est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'on a des preuves qu'on peut brandir devant un judiciaire? Voilà le preuve pour que vous soyez poursuivi. Parce que c'est une infraction si réellement il y a eu monnayage. Donc, il y a des choses qu'on invente, comme qui dirait qui ne veut pas de son chien l'acquise. Alors, je ne suis pas d'accord avec le monnayage. Et dire aussi qu'il y a des gens qui sont nommés grâce à ça. Nous avons été reçus par Kabouya à Limete. Il n'y a pas longtemps, il a reçu le regroupement RDT avec ses alliés. Il a donné aussi ces expressions que moi j'ai pris en compte. J'ai pris en compte parce qu'il a dit que l'engagement, ce n'est pas de sa volonté. Même au niveau du gouvernement, Kabouya n'imposait pas un seul ministre. Ça relève de la volonté du Premier ministre d'abord, Madame la Première ministre. Ensuite, ça relève du chef de l'État qui a la dernière signature. Donc, les pauvres, ils pouvaient présenter les dossiers de qui que ce soit, mais si le sommet n'a pas cédé, si le sommet a mis un certain nombre de critères en place, qu'est-ce que Kabouya devait faire? Mais on a vu le travail qu'on l'avait demandé de faire en tant que, c'est pas modérateur ou quoi, mais il l'a fait correctement. Il a reçu presque toutes les associations, tous les partis politiques. Donc, bref, je ne suis pas d'accord avec cette affaire de monnayage. Je ne suis pas aussi d'accord de cette affaire de nomination. Mais même si c'est le cas, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'aller en famille, parler en famille et non aller sur la place publique. Est-ce que ceci n'est pas les conséquences de la gestion de la pyramide renversée? Est-ce qu'un parti politique en tant que professeur doit-il être géré par la base ou par le sommet? Les deux, ça dépend. IDPS, c'est un parti de masse. Donc sa gestion relève de la base. Et le sommet ne fait que subir. Parce qu'aujourd'hui, si le sommet ne veut s'opposer, il va rencontrer une foule. C'est ce qui est le cas maintenant. IDPS, c'est un parti de masse, comme le parti de Kizenge, comme on appelle ça, Palou. Mais des partis élitistes comme les nôtres sont gérés par le sommet parce que tout part des sommets. C'est le sommet qui finance, c'est le sommet qui organise tout. Mais les partis de masse, c'est la masse qui organise les partis. C'est la masse qui contribue. Donc il faut écouter la base. Alors si c'est vrai que Kabouya n'avait pas écouté la base, tel que je le vois dans des meetings régulièrement, s'il est vrai qu'il n'a pas écouté la base, ça ne demandait pas d'aller à la place publique. Ça demandait à ces sages-là qui se sont aujourd'hui soulevés pour dire qu'ils partent, d'aller vers lui pour dire, monsieur le secrétaire général, on se met ensemble, voilà ce qui réclame la base, et ranger ça à l'amiable dans la famille. Mon problème, c'est régler ces problèmes dans la famille, parce que l'IDPS c'est un parti au pouvoir. Vouloir pour fragiliser l'IDPS, c'est fragiliser le chef de l'État qui va fonctionner sans son instrument politique de base. Il y a de ceux qui disent la manière dont l'IDPS est gérée, c'est la même manière que subit la gestion de la République démocratique du Congo. Votre point de vue? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut soulever des aspects qui sont comparables. Comment on va comparer la gestion de la République démocratique du Congo à la gestion de l'IDPS? Le secrétaire général de l'IDPS ne gère pas la République démocratique. Ça, c'est minimiser les gens. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et on n'a pas à confondre le chef de l'État en sa qualité de chef de l'État avec la présidence de l'IDPS. Non, ça c'est vouloir... Mais la gestion d'un parti politique, c'est aussi la gestion d'un État miniature. Non, mais même si la gestion d'un parti politique, mais ça n'a rien à voir avec, parce que la gestion d'un parti politique, c'est une structure qui se bat pour gagner le pouvoir et le conserver. Et la gestion de l'État, c'est répondre aux obligations cartésiennes de la République. Donc on ne peut pas les comparer les deux énergies, pas sur le même drapeau. Alors on va terminer par un conseil par rapport à ces franges qui se battent, le frange de Kabouya ainsi que le frange de Teni Longondo ainsi que le Chekobia. Vous leur prodiguez quoi comme conseil en tant que sage? Longondo, il faut qu'il se taise. Nous ne voulons pas rentrer dans le mal. C'est quand même un monsieur, mais qu'on se respecte.
Oui, il a été déjà ministre de la Santé. Est-ce qu'il faut qu'on rentre dans l'histoire? Ce sont des choses que moi je ne peux pas dire publiquement parce que j'ai une éducation. Mais celui d'ailleurs qui a aimé le fait, c'est qu'il faut faire que M. Longonda, le docteur Longonda et le secrétaire général, s'il y a moyen, je demande aux sages de l'IDPS qui se sont réunis dernièrement au collège Boboto de se mettre autour de la table, parler. Arrêtez d'abord le vocable démission. Comment on doit démissionner? Que disent les textes pour la démission? C'est l'intéressé lui-même qui démissionne ou on l'impose la démission? Moi, je préfère qu'on se réfère au texte parce que l'IDPS, c'est quand même un parti qui a des textes solides par rapport à beaucoup de partis politiques. Que disent les textes par rapport à la démission? C'est l'intéressé qui doit démissionner ou on l'impose la démission même si la gestion est à la base? Est-ce que la base qui doit opposer l'imposition? Non. Imposer la démission? Non. Donc, si les deux là, monsieur le docteur Longondo, l'ancien ministre de la Santé, il a un passé, il doit protéger ce passé-là parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à exposer ça publiquement. Ça, c'est de un. De deux, s'il est soucié vraiment de son parti politique, il devait aller vers son secrétaire général. Si le pétrole était proche du fait, il pouvait contourner pour aller vers les sages qui devaient arranger la situation à l'interne. Mais mettre ça à la place publique, qui gagne et qui perd? Est-ce que Longondo gagne dans ces combats? Est-ce que celui qui sera nommé au secrétaire général M. Kaboué devait partir? Il ne faut pas préparer les draps pour ceux qui ne sont pas au lit. Il y a des gens qui proposent un congrès pour pouvoir laver le linge sale en famille. C'est votre point de vue que vous partagez aussi? Non, le congrès ne doit pas être proposé dans ces conditions ici parce qu'on part déjà avec deux camps. Le camp de ceux qui doivent déloger ceux-là et le camp qui doivent maintenir ceux-là. Donc ce congrès, ça va être encore une source de conflit. Qu'on fasse régner d'abord la paix, le calme dans le parti. Ce parti a des vieilles personnes, des grandes personnes, des intellectuels de haut niveau qui peuvent faire régner la paix. Et dès qu'il y aura la paix au sein du parti, relire maintenant le texte et éventuellement aller dans l'organisation, de mettre en place une commission qui verra est-ce qu'il y a nécessité de faire le congrès à ce moment. Parce que le congrès va aboutir par élire un nouveau président du parti. Est-ce que c'est idéal à ce moment où il y a des conflits? C'est quand même pas normal, nous sommes en 6 ans aujourd'hui et on ne connaît pas le nom du président de l'IDPS. C'est aussi une autre forme d'accusation. Non. Auprès du secrétaire général, on dit en même temps il est secrétaire général, en même temps il est président ad interim, et en même temps il est aussi porte-parole du parti. Non, il est le secrétaire général, c'est que je connais, il est le secrétaire général du parti. Je pense que c'est pour avoir dit un petit mot en ma qualité de président haï. On l'a pris par ses petits mots, par ses adversaires pour le brûler. Mais ce n'est que normal, en tant que secrétaire général du parti et que le président est empêché, il fait l'intérim. Où est le problème? Il fait l'intérim. Et c'est seulement pour avoir dit je suis le président à l'intérim qu'on doit brûler le parti. Là, il y a d'autres intentions. En tant qu'ancien membre de l'UDPS, que disent les statuts en ce qui concerne le poste du président? Parce qu'on en est à 6 ans, il n'y a toujours pas eu de président à l'UDPS. Est-ce normal? Écoutez, ce n'est pas le moment d'étaler certaines choses devant les écrans. Je ne suis pas celui qui est autorisé à interpréter le texte de l'UDPS devant le média. Mais c'est que moi, je dis, l'UDPS c'est un parti qui mérite un respect rigoureux pour qu'enfin le président de la République qui suppose être le produit, non pas suppose, il est le produit de l'UDPS, travaille en étant sûr que son instrument politique sur lequel il s'appuie est intact. Faire ce qu'ils font, c'est déstabiliser le président de la République qui en face à plusieurs fronts qui les combattent. Nous sommes les rares qui continuent à travailler sereinement en soutenant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la plupart, même ceux qu'il a nommés, ils sont là pour les postes, pour récolter de l'argent. Vous avez vu seulement les élections à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les élections au Sénat. Il y a les gens qui ont dit qu'ils vont mourir là, tant qu'ils ne sont pas là. Et ou c'est lui, ou c'est quelqu'un, ou c'est Tshisekedi. Alors, devant ces fronts-là, le président de la République s'est abaissé jusqu'à accepter l'inacceptable. Tu peux comprendre quelqu'un qui était président de l'Assemblée nationale, il accepte de devenir deuxième vice-président. Pour quelle raison? Et est-ce qu'il est irremplaçable? Ça, c'est l'union sacrée. Laissez-moi emprunter votre mot de tout à l'heure. Vous avez parlé de la confusion. Oui. Aujourd'hui, il y a une confusion qui règne également par rapport à la terminologie de la guerre à l'est de la République. Il y a de ceux qui parlent d'une guerre, il y a de ceux qui disent que nous ne sommes pas en guerre, plutôt nous sommes dans un conflit armé. Une guerre qui explique l'ouverture de frontières et des ambassades, ça ne s'explique pas, professeur. Bon, tout dépend. Si quelqu'un est en connivence avec le M23,
ou avec ceux qui sont à la guerre. Parce que ceux qui sont à la guerre là-bas, ils ont beaucoup de ramifications ici. S'ils constituent les ramifications de ceux qui sont là-bas, ils vous diront que non, c'est pas une guerre, c'est pas moi, ils qualifient comme ils qualifient. Mais moi, j'ai vu cette guerre commencer parce que j'étais déjà né. Cette guerre, il y a 24 ans aujourd'hui, c'est une guerre. C'est une guerre. Il ne faut pas que les gens commencent à raconter des salades. Cette guerre ne commence pas avec Tshisekedi. Cette guerre part de la rébellion qui a fait entrer ici tous les Tutsis qui ont occupé l'armée, qui ont occupé toutes les grandes administrations de la République, qui en fin de compte se sont vus délogés par Mosè Laurent Désiré Kabila. Et Mosè Laurent Désiré Kabila avait bien dit, cette guerre sera longue. Il avait l'idée ça, la guerre sera longue, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tshisekedi a trouvé un train de guerre en marche, il est entré dans ce train, il se bat, un jour, même la main de Dieu descendra pour que cette guerre se termine. Ceux qui l'avaient commencé, ce sont eux qui vont la terminer. Mais dire qu'il n'y a pas une guerre, c'est pas chacun a son verbe qu'il veut utiliser. Moi, je vous dis qu'il y a une guerre. Les gens meurent du jour au jour, vous dites qu'il n'y a pas une guerre. En parlant de verbes à utiliser, il y a le politicien Bitakura qui parle d'une guerre amicale. Parce qu'il y a des frontières ouvertes, j'ai revu encore, et des ambassades qui sont encore en train de fonctionner. C'est une guerre amicale. Tout à fait, c'est sa conception. C'est sa conception. Mais il n'est pas dit que quand tu as guerre, vous savez, Palestine et les autres, vous pensez que les ambassades ne fonctionnent pas. Ils se visitent. Poutine est menacé, mais on n'a pas encore fait partir de tous les ambassadeurs de Poutine dans les pays d'Europe. Donc, ce sont des conceptions d'une personne à l'autre, mais moi, je vous dis qu'il y a une guerre. Pour dire qu'il n'y a pas une guerre, il ne faut pas nécessairement qu'il n'y ait pas il faut pas que les ambassades soient fermées, non. Au contraire, les ambassades doivent fonctionner parce que ça constitue des sources de négociation. Que parlez-vous alors de frustration au sein de l'Union sacrée? Vous venez de parler tout à l'heure. Il y a de ceux qui ne sont pas d'accord avec le partage de postes après les élections. Il y a déjà, nous voyons du côté de l'AFDC avec Baïti Lukwebo qui s'élève déjà, et le comportement de certains aussi. Vous pensez que l'Union sacrée aura long feu parce que dans 2028, c'est le deuxième mandat du président de la République, il ne doit plus postuler le troisième mandat, c'est pas possible. En regard de notre constitution, il y a tout le monde qui va montrer sa position. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de l'Union sacrée? L'Union sacrée, moi je pense qu'il est temps que le fondateur de l'Union sacrée, donc le visionnaire de l'Union sacrée, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il se ressaisisse pour faire appel à des responsables, réellement responsables, qu'ils se réunissent pour parler de l'Union sacrée. Quelle est la vision qu'il avait? Et par rapport à ce qui se fait maintenant, est-ce qu'il faut continuer avec l'Union sacrée? Ou il faut passer à une autre formulation, mais avec de nouvelles têtes. Les problèmes au Congo, ce sont les mêmes individus qu'on conduit, on reconduit. Ils volent ici, ils partent 3 mois, ils reviennent, on les reconduit quelque part, ils échouent dans un secteur, on le déplace, on le met dans un autre secteur. La difficulté que nous avons en RDC, la République démocratique du Congo a un capital humain important aujourd'hui. Parce que c'est le présidium qui a eu l'Union sacrée n'a pas réussi à faire marcher. Je vous l'ai dit à une de vos émissions. Est-ce que vous connaissez un seul député ou un seul sénateur qui est élu avec l'étiquette de l'Union sacrée ou encore le logo de l'Union sacrée? L'Union sacrée devient comme un éléphant, mais qui au lieu de donner les petits éléphants, il donne des crocodiles ou encore des léopards. Je répète, il appartient au visionnaire de l'Union sacrée, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de se ressaisir et revenir en arrière pour refaire encore l'Union sacrée. Est-ce que c'est dans sa vision? À ce moment-là, il va continuer, mais avec de nouvelles personnes. Ce n'est pas dans sa vision, passer à une nouvelle reformulation, s'il tient avec les 4 ans qui lui restent, à marcher avec un instrument important où on se retrouve, parce que son souci était, comme je l'ai de le dire, de mettre les Congolais ensemble pour réfléchir en termes de l'unité nationale que Mobutu nous a légué. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris. C'est à lui maintenant de revoir, parce qu'il avait mis un présidium, mais qui n'a rien fait. Le présidium qui a échoué complètement. Ils n'ont sorti ni députés, ni sénateurs. Tous de l'Union sacrée, chacun sorti dans sa famille politique. C'est ça la guerre qui menace même Kabouya. Parce que chacun est sorti avec son parti politique en prévision de 2028. Et voilà, ils veulent chacun tirer le drap de son côté. Mais s'ils avaient des députés et des sénateurs de l'Union sacrée, cette guerre n'allait pas, cette guerre interne de l'Union sacrée n'allait pas exister. Parlons du gouvernement. Amer à cause de ça.
On va parler gouvernement avant de terminer. Oui. Nous en sommes à presque 100 jours du gouvernement Judith Souminois. Quelle est votre évaluation? Parce que tout le monde était très content. C'était une première, hein, avoir une dame à la tête du gouvernement. Est-ce que vous sentez l'espoir de par son fer? L'espoir fait vivre. Hein. Moi, je ne peux qu'avoir l'espoir. Madame est pour la première fois. On ne parle pas de la foi ici, on parle du travail. En tout cas. C'est ça, justement. C'est pour la première fois que nous avons une dame première ministre. Et comme vous savez, l'Afrique dans son ensemble a toujours un mépris vis-à-vis du genre. Alors, il faut que ça dure pour que les gens acceptent que les gens sont capables aussi de faire quelque chose. Madame est soumise à cette discipline-là, mais 100 jours, c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Après 200, 300 jours, après une année, nous verrons qu'est-ce que Madame pourra ou aura le gouvernement de la Première ministre aurait déjà fait. Ici, le grand problème, c'est que les hommes qui sont autour de Madame, les hommes qui composent le gouvernement, n'ont pas encore changé pour accepter que la dame puisse les diriger. Parce que dans leur foyer, ils se comportent en empereur. Maintenant, au gouvernement, on demande à ceux qui s'inclinent devant Madame. Donc, peut-être c'est un handicap, mais laissons voir. 100 jours, c'est rien. Ces 100 jours-là, ça a toujours fait des problèmes ici chez nous. Ça a amené des gens en prison, les 100 jours-là. Ça a amené des gens à Makala. Mais les gens qui étaient à Makala pour 100 jours aujourd'hui sont de grandes personnalités dans ces pays. Donc 100 jours, c'est rien. 100 jours, pour juger un gouvernement. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont fait Makala pour 100 jours, mais après Makala, ils sont aujourd'hui de grandes personnalités dans ces pays. Donc laissons tomber l'affaire de 100 jours. Voyons la personne dans une année, dans 2 ans. Encore une question, là c'est sur les finances de la République. Aujourd'hui, il y a une guerre, hein, si je peux le dire ainsi, entre la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Il y a de ceux qui disent que la Cour des comptes peut investiguer sur le chef de service de l'IGF. Oui. Mais entre-temps, les autres disent que pour que le chef de service de l'IGF aligné puisse venir à la Cour des comptes, il doit avoir l'autorisation de la présidence de la République. Votre lecture? Oui, c'est normal parce que l'IGF relève de la compétence du président de la République. Ça, c'est de que disent les textes. Je lis aussi comme ça en passant. La Cour des comptes ne se justifie, l'inspection générale des finances ne se justifie pas directement à la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est une institution et l'inspection générale de la République, c'est une institution qui relève également du président de la République. Mais que disent les textes? S'ils n'arrivent pas à interpréter correctement leurs textes, ce qui fait que ça ne va pas marcher. Mais si chacun de son côté, ou chacune des institutions, lit calmement les textes qu'ils ont en face pour diriger, on n'arriverait pas à cette situation-là. Et même s'il y en a qui lisent les textes, mais il y en a qui les interprètent mal. Vous voyez seulement la confusion autour de la Bible. Le même verset, chaque pasteur a sa façon d'interpréter, jusqu'à écarrer les croyants. Donc, problème des cours de compte et de l'inspection générale de finances, c'est l'incompréhension, je ne dis pas l'ignorance, mais l'incompréhension des lectures de textes et la mauvaise interprétation. Et tout ça, c'est pour menacer les chefs de l'État. Et que les chefs de l'État comprennent qu'autour de lui, il y a les caïmans, il y a les dracons, il y a les lions et il y a les éléphants. À lui de prendre ses dispositions. On va vous laisser tout de suite, mais avec une question directe dans votre secteur de prédilection qui est la science. Oui ou non, on doit stopper avec les systèmes LMD? Tout système qui naît a toujours des difficultés. Stopper, oui, ne pas stopper, non. Ce qui est bon pour le moment, nous avons un nouveau, pour ne pas dire un nouveau, une nouvelle ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Nous profitons de votre micro pour dire qu'elle ne mette pas beaucoup de temps pour convoquer les états généraux de l'enseignement. C'est là où sortira la vraie solution. Faut-il continuer avec le LMD ou faut-il suspendre? Je ne dis pas annuler, suspendre pour qu'on mette en place ou qu'on arrange ce qui empêche à ce que le système puisse évoluer. Et après, on pourra y revenir dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, mon conseil est que l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, qui est une grande professeure dans notre secteur, convoque le plus tôt que possible les états généraux de l'enseignement, en faisant appel aux spécialistes. On voit on a déjà connu ça. On dit états généraux et on retrouve les gens qui ne connaissent rien de l'enseignement. Et les spécialistes de l'enseignement restent dehors comme nous qui vous parlons ici.
Et le moment en 2005 pour passer de l'approche PPO, pédagogie par objectif, à la pédagogie par compétence. On a fait venir les gens qui n'avaient rien à dire. Et quand le carnet est sorti, on a trouvé les objectifs mis là où ça devait être le texte, là où le texte devait être. Donc, qu'ils fassent un état de lieu, en même temps convoquer les états généraux de l'enseignement, en faisant attention plus avec les experts de l'enseignement pour qu'on donne la solution à votre question. Faut-il maintenir les LMD, licence, master, doctorat, ou faut-il suspendre? Moi, je ne dis pas supprimer. Ou faut-il suspendre? Parce que ce système est de temps en temps en train de prendre la dimension internationale. Nous n'allons pas quitter ce qui est international pour respecter le local. Sinon, nos jeunes formés ne trouveront pas de travail ailleurs. Mais qu'on fasse l'état-major, qu'on décide, qu'on fasse le tableau comparatif par rapport à ceux qui sont déjà avancés, qui vont délivrer l'année passée ou cette année, vont délivrer le diplôme de licence. Et c'est que ce système nous dit, 3 ans après, on forme le professionnalisme. Est-ce que ceux qui ont terminé ces 3 ans ont-ils trouvé du travail sur le terrain? C'est au cours de ces états-majors que nous allons sortir avec une solution idoine. Sinon, chacun tire les draps de son côté. Les détails par rapport à cette préoccupation, on reviendra peut-être prochainement pour vous en parler. Alors, pour nous avoir accordé de votre temps précieux, très cher professeur, on vous dit merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, et surtout que vous êtes déplacé par vos moyens, connaissant comment le journalisme fonctionne en République démocratique du Congo. Les journalistes se déplacent avec leurs poches jusqu'à priver de mettre le pain des enfants le matin. C'est moi qui vous remercie de bien. Au revoir. Déplacer les jours. Merci beaucoup.